Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo et la vidéo du jour va nous faire plonger dans les mésaventures d'une famille qui a été un petit peu remise au goût du jour grâce à la saga de James Wan, le premier opus sorti en 2013 de la saga Conjuring. Et oui, nous allons nous attaquer à l'une des affaires qui touche de près la famille Warren, peut-être une des premières et aussi éventuellement une des plus célèbres. Alors mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. Décembre 1970, dans le Rhode Island, une famille en soi tout à fait ordinaire va décider d'emménager dans la petite ville d'Harrisville, dans une maison, un ancien corps de ferme, qui pour eux, cette maison représente le rêve absolu. Mais quelques mois plus tard, le rêve va se transformer en véritable cauchemar. Roger et Caroline Perron, parents de 5 enfants, Andrea, Nancy, Christine, Cindy et Avril. Une famille nombreuse qui cherchait à tout prix une maison chaleureuse capable forcément d'accueillir toute cette grande tribu. Et ils vont finalement trouver la perle rare et vont vite le regretter. Une immense maison avec plein de pièces capables d'accueillir les 5 enfants, leur garantissant un espace personnel, forcément 5 filles qui vont grandir à un moment. Il faut peut-être anticiper le fait qu'elles aient chacune leur chambre. Le tout vraiment dans un cadre absolument bucolique. Une petite ville, vraiment très peu d'habitants, la bourgade est tout à fait charmante, les habitants et le voisinage absolument chaleureux. Honnêtement, sur le tableau, rien ne cloche. Sauf une chose. L'ancien propriétaire, qui va venir à leur rencontre, va exprimer un souhait plutôt curieux. Il leur donne le conseil de laisser toutes les lumières de la maison allumées, même la nuit. Bon, pour la famille, enfin pour le couple Perron surtout, ils ne vont pas prêter attention. Pour eux, c'est juste quelqu'un qui veut se faire remarquer, ou même pire, c'est une personne instable, on va se dire, oui, c'est bien monsieur. Il est chelou, un chaud, hein. Ouais, clairement. Ouais, donc c'est vraiment ça. Il aurait peut-être dû l'écouter. Car à l'avenir, on va vite se rendre compte que ce message, en fait, avait un sens, et qu'en réalité, cette requête était plutôt une mise en garde. Janvier 1971, la famille va commencer à s'installer, vraiment à avoir ses repères, justement dans la grande maison, quand tout à coup, de curieux phénomènes inexpliqués vont se dérouler. Bon, forcément au début, la famille Perron, surtout le couple, ils sont très rationnels. Ils ne vont pas vraiment prêter attention. Des bruits de pas, une impression de chuchotement ou avoir l'impression qu'il y a le bruit comme si on passait le balai dans la cuisine. Bon, comme je l'ai dit, Caroline et Roger Perron, eux, sont un couple très rationnel. Hein. Ils se disent, oh, c'est normal, la bicoque, elle est âgée, peut-être un problème d'isolation, un courant d'air qui passe. Vraiment, rien ne peut les ébranler. Pour eux, c'est juste la maison. Ils se disent, hey, on n'est pas non plus Crésus, on a eu la chance de trouver cette maison quand même à un prix assez raisonnable, on a économisé pour pouvoir se la permettre. Maintenant, on a une maison pour pouvoir faire grandir toutes nos filles. Mais les jours vont se transformer en semaines. Et là, les questions commencent à se poser au sein de la famille, car tout le monde entend les mêmes bruits, que ce soit le père, la mère ou les 5 enfants. Tout le monde entend la même chose. Et c'est là que les parents vont se dire, mais attendez, l'ancien propriétaire, il nous avait pas dit quelque chose sur le fait de ne jamais éteindre les lumières, même la nuit? Est-ce que c'est ça qui a provoqué ces phénomènes? Car pour autant, le fait de s'en rappeler ne va
ils vont pas se dire, bah, attends, on va le faire quand même. Non, ils vont toujours pas prendre ça au sérieux. Malheureusement, les phénomènes vont accroître en intensité jusqu'au moment où, un matin, alors que Roger et Caroline se lèvent, vont dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner et le café, ils vont s'apercevoir d'un petit tas de poussière. Ils se disent, mais oui, mais on entend des bruits le soir comme si on passait le balai. Est-ce que c'est ça le tas de poussière? Et le pire, c'est qu'à chaque fois que les parents vont ramasser le tas de poussière et le jeter, ce même tas va réapparaître au même endroit. Là, on commence un petit peu à sombrer dans le bizarre. Ce qui n'était alors que de simples impressions de bruit ou de distinction de voix, va alors se transformer justement en des manifestations physiques, palpables, et aller jusqu'à des observations de télékinésie. Des livres qui se retrouvent projetés de la bibliothèque en frappant le mur opposé, les lits qui se mettent à léviter à quelques centimètres du sol. On a également des objets qui se mettent à tourbillonner dans les airs sans explication, et même les cadres se retrouvent à tomber justement du mur. Pour là, la famille, la conclusion commence à un petit peu pointer le bout de son nez. Une force surnaturelle se cache dans les murs de leur maison. Et là, on va passer à un nouveau cap, c'est-à-dire les apparitions. Et les premières personnes à être témoins seront les 5 enfants, car elles vont aller dire à leurs parents que régulièrement, au moment d'aller se coucher, une personne viendrait leur souhaiter bonne nuit. Et c'est la cadette, justement de la famille, Avril, qui elle, ira même jusqu'à apercevoir l'esprit d'un petit garçon. Une seconde apparition, cette fois-ci de forme masculine et adulte, qui elle apparaîtra énormément auprès d'Avril et de Cindy. Les 2 fillettes, justement, l'appelleront Manny. Mais après des recherches, on verra que ce Manny a une véritable identité. Il s'agit de Johnny Arnold, un homme qui se serait suicidé dans le grenier durant le XVIIIe siècle. Et pour l'instant, les apparitions, enfin on est sur 2 vraiment apparitions vraiment distinctes, qui semblent avoir juste envie de se faire, d'effectuer des manifestations de présence, pour se dire nous sommes là. Mais rien de menaçant. Vraiment, on est sur plutôt du côté, on est plutôt sur une attitude pacifique. Mais malheureusement, le danger va se cacher un peu plus loin. En effet, d'autres apparitions et d'autres manifestations, avec des intentions et des apparitions bien moins sympathiques, et surtout pas du tout bienveillantes. L'année 1971 va marquer pour la famille Perron le début de l'horreur. Chaque nuit, les membres de la famille sont réveillés par les bruits d'hurlements d'effroi venant d'une petite fille. Celle-ci portant une robe en velours verte qui chaque nuit hurlerait après sa maman, car celle-ci la cherche. Et elle va vraiment hurler à chaque nuit après sa mère. Une autre apparition qui, elle, va murmurer aux oreilles des parents que dans les murs se retrouvent 7 soldats emmurés. Là maintenant, pour la famille Perron, c'est bon, c'est officiel. La maison est occupée par des esprits maléfiques. Et celle qui sera la victime la plus touchée par ces apparitions malveillantes, c'est Caroline, la maman. Car elle va être la cible d'une apparition d'une vieille femme particulièrement mauvaise et aussi très terrifiante, car les enfants qui l'ont aperçue ont déclaré que quand ils la voient, ils voient une vieille dame avec un cou un peu tortu. Ah, ça fait mal. Il va me faire un torticolis. Et Caroline va faire la rencontre de cet esprit malveillant lorsque ce dernier va lui souffler à l'oreille justement une phrase qui sonne vraiment comme une menace. Sors, sors, je te conduirai à la mort et au chagrin. Comme message de bienvenue, on peut faire mieux, hein. La maman sera même attaquée physiquement lorsqu'elle sera poussée par une force invisible dans les escaliers. Et aura également la douleur comme si elle venait de se ramasser une claque en pleine gueule. Là maintenant, elle se dit, je ne suis plus la bienvenue dans ma propre maison et cette apparition veut à tout prix me faire dégager. Complètement démunie, Caroline Perron décide, dans un élan de désespoir, de se diriger au bureau de police de Burrisville, où elle va raconter forcément son histoire,
devant des flics qui vont à un moment d'abord la regarder un peu comme une folle. Bon, mais qu'est-ce qu'elle nous veut celle-là, elle vient nous parler que sa maison elle est hantée. Faut appeler franchement l'hôpital psychiatrique, il faut l'enfermer. Et puis à un moment, parce qu'ils se disent, bon, on va peut-être lui dire, parce qu'on commence à avoir ras-le-bol, ils vont quand même lui dire, mais, même si c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et du coup, elle rentre bredouille. Et malheureusement, à son retour, c'est sa santé qui va en prendre un coup. Incapable de manger, Caroline s'amaigrit à vue d'œil et de manière très dangereuse. Elle va d'ailleurs aussi présenter un changement de voix, sous les yeux vraiment impuissants de sa famille. Ce qui pourrait laisser entendre que l'esprit maléfique plus elle va épuiser et mettre mal justement Caroline, plus elle va pouvoir, on va dire, prendre possession de son enveloppe corporelle. Là, le calvaire de la pauvre mère de famille ne fait que commencer. Et là, un célèbre couple va rentrer en action. Homer et Marge Simpson. Non, je déconne. Ed et Lorraine Warren. Qui à l'époque était encore un simple couple d'enquêteurs du paranormal avant de devenir les restars pro-capitalisme du monde surnaturel. Oui. Désolé pour les fans des Warren. Au début, peut-être que je pouvais les apprécier, mais sur la fin, clairement, je ne tolère pas leur comportement. Et bon, vous allez vite voir que je ne suis pas le seul à penser ça. Enfin, dans l'histoire que je vais vous raconter, bien entendu. Après avoir eu vent de ce qui se passait chez la famille Perron, ils vont décider de se rendre à Harrisville pour essayer de venir en aide à la pauvre famille. Une fois dans la maison, Lorraine Warren, la médium du couple, car son mari Ed est un démonologue, va directement percevoir les mauvaises ondes de l'esprit maléfique. Elle va ressentir directement la présence qui ne veut pas du bien du tout à la famille et principalement à la mère. Et elle va même entendre un nom, Bathsheba. Donc maintenant on a enfin un nom, les enquêtes et les recherches vont pouvoir enfin commencer, vu qu'on a maintenant une base d'informations. Et on va pouvoir se renseigner pour savoir à qui on a vraiment affaire. Après vérification dans les archives de la ville d'Harrisville, on va découvrir l'existence de cette fameuse Bathsheba, qui s'appelle en réalité Bathsheba Sherman, une veuve qui a vécu durant le 19e siècle dans la maison, avant de se suicider en 1885 en se pendant derrière la grange de la propriété. Cette femme avait à l'époque une réputation très peu élogieuse. Elle était accusée de sorcellerie et avait été accusée du meurtre de son bébé afin de s'adonner à des rituels sataniques. On est vraiment sur un profil très peu joyeux. Et avec raison, car avant de se donner la mort, Bathsheba avait réalisé un rituel permettant à son âme et à son esprit de demeurer justement dans sa propriété, afin de chasser toute personne ayant l'intention d'emménager et d'y vivre. D'ailleurs, avec les recherches, on aura constaté qu'il y a eu énormément de suicides, donc probablement que Bathsheba aurait poussé ces derniers à l'acte, car il n'aurait pas pris en compte suffisamment sérieusement les menaces, justement les manifestations menaçantes, leur disant de fuir et de partir vraiment pour les dégager de sa maison. Les Warren vont alors décider de purifier la maison avec des prières. Bon, les Perron, ils vont rester pour le moins un petit peu sceptiques, qu'ils se disent, mais vous êtes quand même des experts, quand même un petit peu, vous vous présentez comme des experts du surnaturel, et vous faites que des prières. Ok. Ben, remboursez, quoi. C'est quoi cette arnaque? D'ailleurs, ça ne marchera pas du tout. Et en 1974, les Perron vont quand même accepter, avec les Warren bien entendu, la venue d'un prêtre et d'un second médium. Une séance de spiritisme qui avait pour but de mettre fin au calvaire de la famille va vraiment tourner au vinaigre. Elle est organisée par les Warren avec les parents Perron qui sont à côté, ainsi que le prêtre et le médium. Cela va se dérouler dans le salon pour tenter d'apaiser justement les esprits qui sont enfermés dans cette demeure et essayer aussi avec ça de pousser Bathsheba Sherman vers la sortie. Et durant cette séance, tout va capoter,
Caroline va soudainement être brutalement attaquée, et quand je dis attaquée, c'est vraiment elle va se faire passer à tabac. Son corps va se retrouver déformé justement par les coups d'une force surnaturelle, et des hématomes et des blessures vont commencer à se former très rapidement sur le corps de la pauvre mère de famille. Le pire, c'est que Cindy et Andrea, curieuses, elles ont voulu se cacher un petit peu pour assister à cette séance. Et 30 ans plus tard, Andrea Perron va parler et va faire plusieurs interviews et témoigner de ce qu'elle a vu, vraiment de la séance dont elle a été témoin, et cela fait froid dans le dos. D'ailleurs, elle ne mâche pas ses mots. Pour elle, le médium qui était présent a ouvert les portes. Limite, elle a autorisé Bathsheba Sherman à faire du mal à sa propre mère. Et elle ne va pas être la seule à le penser. Et Roger, le mari, lui, va péter un câble. Sous la colère, il va voir que sa femme, elle se fait malmener par cet esprit. Il va foutre à la porte les Warren, les accusant que ce qui vient de se passer à ce que sa femme vient d'être victime, c'est de leur faute, qu'ils ont aggravé les choses, qu'en fait ils n'y connaissent rien, et qu'ils ont joué avec le feu, et résultat, sa femme aurait pu très bien y passer. Ils ont mis en danger la vie de son épouse. Du coup, il va pas prendre de gants, hein. Il va les prendre par le callback et il va les chasser. Et pourtant, on peut se dire que là, ça aurait pu permettre que là, les esprits, ça y est, ils auraient pu se lâcher. Eh bien, pas du tout. Parce que là, les phénomènes vont commencer à diminuer en intensité, se faire de plus en plus rares, jusqu'à cesser totalement. Comme si le fait d'avoir foutu à la porte les Warren aurait apaisé la colère de Bathsheba. Bon, la famille va tout de même encore vivre 6 ans. Sans manifestation certes, mais avec toujours la sensation qu'ils ne sont pas les bienvenus dans cette maison. Le problème, c'est que cette famille, elle est totalement endettée. Après avoir dépensé toutes ses économies et avoir enchaîné les crédits pour pouvoir se permettre d'acheter ce qui devait être la bicoque de leurs rêves, ils se retrouvent coincés. Bon, après 6 ans, ils ont réussi à, on va dire, à retrouver une situation financière leur permettant de plier bagages. 1980, soit 9 ans après leur emménagement, ils vont quitter Harrisville et ne plus jamais y retourner. D'ailleurs, rien que le nom Harrisville donne des sueurs froides justement à tous les membres de la famille. Ils vont quitter la ville sans se retourner et vont aller s'installer en Géorgie. Et en 2011, Andrea Perron va sortir un livre racontant tous les événements traumatisants de son enfance et qui a bouleversé à jamais la vie de sa famille. Et forcément, comme je l'ai dit au début de la vidéo, cette histoire a été rendue célèbre en 2013 grâce au film de James Wan, et ce qui a poussé énormément de curieux à pénétrer illégalement sur la propriété, dans l'espoir d'être témoin d'une manifestation de Bathsheba Sherman, dont la tombe se trouve quelques pas plus loin dans un petit coin, dans un petit bois derrière la propriété, une tombe qui a été de nombreuses fois profanée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les propriétaires actuels, ils sont formels et ils n'ont jamais subi la moindre nuisance surnaturelle. Est-ce que cela voudrait dire que la sorcière d'Harrisville a enfin quitté la demeure? Ou bien le fait d'avoir chassé les Warren en 1974, est-ce que cela l'a fait partir et que cela a permis aux Perron de ne pas connaître une fin tragique comme les autres personnes qui avaient tenté d'y habiter? Ça, on ne le saura jamais parce que de toute façon, ce qui reste de la famille Perron, personne ne veut en parler. Voilà qui conclut cette archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner ou à partager, et on se dit rendez-vous dimanche prochain 15 h pour une nouvelle archive macabre. Salut!